Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de recevoir Alain Mascaro aujourd'hui pour son roman, son premier roman, même si on a du mal à imaginer que ce soit un premier roman, Avant que le monde ne se ferme, qui est paru le 18 août et qui a reçu le prix Première Plume 2021 aux éditions Autrement. Alain, pour commencer, j'aimerais beaucoup qu'on fasse connaissance. D'où venez-vous? Vous êtes professeur de lettres. Vous, depuis 2019, vous avez donc décidé d'errer. Et vous le dites, errer n'est pas quelque chose de mal, au contraire. Vous avez décidé de tout lâcher et donc de tout vendre sans forcément de date de retour. Alors, d'où venez-vous, Alain? Quel est votre rapport déjà à la littérature? Pourquoi avoir décidé de tout plaquer? Ça fait beaucoup de questions en une. On va essayer de. Alors, pourquoi j'ai décidé de tout plaquer? Pour être libre et maître de mon temps, pour ne plus avoir d'emploi du temps, faire à peu près ce que j'avais envie de faire, quand j'avais envie de le faire, et notamment écrire. Voilà. Alors, mon rapport à la littérature, il est complexe, intime, multiple. D'abord, j'ai été professeur de lettres. Je le suis toujours, hein, foncièrement, professeur de lettres. Je crois que je ne cesserai jamais de l'être, d'une certaine façon. Et je suis ce qu'on peut appeler un gros lecteur depuis l'enfance, en fait. Ça n'a jamais cessé. Et ça n'a fait qu'empirer avec le temps, hein. Quand je suis devenu professeur de lettres, nécessairement, j'ai lu encore davantage, surtout quand je suis arrivé en lycée et que j'ai eu des terminales littéraires. Je crois que c'est la partie de ma vie où j'ai le plus lu. Là, c'est 10 années où j'ai eu les terminales littéraires. C'est d'ailleurs pendant ces 10 années-là que je me suis fortement documenté sur la matière, une des matières du livre, hein, c'est-à-dire la Shoah. Voilà. Alors, justement, par rapport à cela, alors, j'ai oublié de dire qu'on était en présence également d'Alexandre Civico, qui est l'éditeur d'Alain Mascaro, qui est présent également, et on parlera évidemment avec lui de son rapport avec Alain et de la façon peut-être dont ils ont travaillé ensemble. Euh, Votre rapport à la littérature, justement, vous disiez que vous avez commencé à écrire après être parti. Est-ce que vous avez écrit véritablement à ce moment-là, ou au contraire, c'est quelque chose qui germait en vous déjà depuis quelques années, et vous avez peut-être écrit d'autres manuscrits qui n'ont peut-être pas encore été édités, mais la qualité de votre premier roman m'étonne. Pour une première fois, pour un premier jet, j'ai du mal à imaginer que ce soit votre premier manuscrit. Non, ça ne l'est pas, hein. Mais généralement, ce qu'on appelle des premiers romans, c'est un leurre. Les écrivains, avant ce premier roman, là, c'est le premier roman publié. Mais généralement, il y en a eu avant et c'est aussi mon cas. La plupart sont restés dans des tiroirs. J'en ai même brûlé un. Ce roman, en fait, il a une très, très longue histoire. Il a au moins une trentaine d'années, puisqu'il a commencé donc il y a 30 ans, 1990, par une nouvelle qui s'appelait à l'époque Le Galop du Centaure, avec laquelle j'ai gagné le prix Pégase de la nouvelle à Maison Lafitte. Et c'était une nouvelle qui mettait déjà en scène Anton Torvat. Je ne sais plus d'ailleurs s'il s'appelait encore, s'il s'appelait Anton ou Johann Torvat, qui est le premier Tzigane en fait mort à Mauthausen. Et cette histoire-là, donc, était juste une partie du roman. Elle a ensuite intégré un manuscrit beaucoup plus long, 750 pages, dont il ne constituait qu'un épisode, en fait. Voilà. Si vous préférez, en fait, cette vie d'Anton n'était qu'une vie parmi d'autres. Il en avait dans le roman 5. C'était l'avant-dernière vie, en fait, d'Anton, que j'ai extrait comme ça pour en faire un roman. Donc, il est commencé depuis longtemps, ce roman-là, simplement, je manquais de temps et de disponibilité pour vraiment mettre les choses au clair, les construire, et il m'a fallu partir pour le faire, et il m'a fallu aussi un confinement, c'est-à-dire en fait un enfermement, ça paraît assez paradoxal, mais il m'a fallu aussi cet enfermement-là pour écrire, pour justement m'évader en fait. Alors, le titre du roman est assez parlant et très poétique, Avant que le monde ne se ferme. Est-ce que vous pensez aussi que le monde actuel, le 21e siècle, est en train de se fermer tout autant que le 20e siècle? Est-ce que véritablement c'est un titre qui vous permet aussi de dénoncer une certaine inhumanité dans le monde actuel? Certainement, hein, le titre fait écho à l'actualité.
notamment la pandémie, qui est une forme de fermeture du monde que j'ai dû affronter comme l'immense majorité de mes contemporains. C'est aussi une fermeture, pas seulement liée à la pandémie, c'est aussi un enfermement global de l'humanité, notamment derrière des écrans. Qui pour le coup nous servent bien aujourd'hui. Oui, oui, c'est tout le paradoxe, hein, c'est que l'enfermement, il y a toujours une fenêtre, et on a tendance à considérer que cette fenêtre suffit pour être libre, mais c'est faux. Le prisonnier, il a une fenêtre aussi qui peut lui donner momentanément l'illusion de la liberté. Il regarde à travers ses barreaux, mais ça n'est qu'une illusion. Alexandre, j'aimerais avoir votre avis par rapport à Alain. Comment la relation s'est-elle faite? Comment le manuscrit est-il arrivé à vous? Et qu'est-ce qui vous a véritablement séduit dans ce roman-là? Alors, il y a eu quelque chose d'assez miraculeux avec ce manuscrit. Moi, je suis éditeur aux éditions Autrement depuis le mois de janvier dernier. Et donc, je suis arrivé sans livre dans mes bagages. Et donc, j'avais une rentrée littéraire à préparer. Bon, j'avais un roman étranger et puis rien en français. Et m'arrive ce texte. Ce texte que j'ouvre et dont je comprends dès la première phrase qu'il s'y passe vraiment quelque chose. Et c'est-à-dire que dès la première phrase du roman d'Alain, vous savez qu'il y a une écriture, qu'il y a une poésie, et puis vous avancez, puis j'avance dans le roman, et là tout à coup je vois qu'en plus il y a une espèce de souffle incroyable, et puis encore au-delà, et ben, il y a ce que vous avez probablement aimé dans le roman, c'est-à-dire une énorme humanité, une énorme générosité. Et ça m'a séduit immédiatement, et c'était miraculeux parce que c'était vraiment évident dès la première page, dès la première presque ligne, j'ai envie de dire. Et puis, alors le texte était un peu court, et on a travaillé avec Alain à distance, puisque c'est quand même très, très marrant, c'était la première fois que ça m'arrivait. Alain se trouvait dans le désert d'Atacama au Chili quand on a commencé à travailler sur le roman. Donc il avait des fenêtres où je pouvais le joindre qui étaient assez courtes. Enfin, il me disait, oui, peut-être demain, je serai près d'une antenne relais si je fais 200 km et que je monte, je ne sais plus quelle montagne et que je me penche voilà, sur un arbre. C'était assez drôle. Et quoi qu'il en soit, donc ce qui était assez fou, c'est que donc ce texte qui était, comme le disait Alain, c'était un extrait retravaillé d'un précédent roman, mais donc qui nécessitait un peu de travail. Il avait déjà beaucoup de souffle, tout était là. Hein, il y a pas, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que je disais à Alain, voilà, il faudrait peut-être tirer un peu sur sur cet épisode, par exemple, le rallonger, je sens qu'il y a encore des choses à dire. Et Alain, 24 heures ou 48 heures après, revenait avec des pages qui étaient aussi belles que les autres. Enfin, il semblait une espèce de source inépuisable à la fois de beauté, de poésie et de construction, parce que le roman se construisait vraiment. Encore une fois, j'utilise le mot miraculeux parce que c'est rare de tomber sur un auteur de cette trempe qui vient j'allais dire nulle part, entre guillemets, enfin, qui vous tombe du ciel. Voilà, ça a été vraiment mon rapport avec Alain immédiatement. Et on a travaillé, on a travaillé comme ça à distance pendant quelques temps. C'était assez drôle. En plus, Alain, donc, qui était dans des contrées exotiques et merveilleuses, avait la gentillesse de m'envoyer des photos d'animaux. Enfin, c'était incroyable. Enfin, il m'a envoyé des photos soit du désert d'Atacama. À un moment, tu étais dans le sud, là, en terre de. Oui, au début, c'était en Patagonie. Non, en Patagonie, alors il y avait des pingouins, enfin des manchots. C'est ça. Enfin, voilà, c'est une expérience assez unique, le travail sur ce livre. Et justement, vous le disiez, vous disiez que Alain avait pu rajouter quelques pages justement à chaque événement, mais c'est vrai qu'on sent ça aussi dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses et en même temps,
il n'y a aucune digression, quasiment aucune digression. La plupart du temps, le siècle se déroule sans. En réalité, on a l'impression qu'on cligne des yeux, le siècle s'est déjà déroulé devant nous, et ça, c'est quand même plutôt assez incroyable parce que il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés pendant ce XXe siècle, mais vous arrivez à les raconter de manière à en garder à chaque fois la substance même, le plus important, et ça, c'est quand même extrêmement fort de votre part, Alain. Comment vous avez travaillé par rapport à ce siècle-là? On parlera peut-être tout à l'heure de votre documentation, mais d'abord sur la structure du roman. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez établi un plan pour éviter de vous perdre dans ce siècle d'horreur dans lequel vous traversez avant que le monde ne se ferme? Alors, je crois qu'en fait, l'effet que la structure du roman fait sur vous, euh, étrangement, en fait, c'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire qu'en fait, dans le texte La Matrice, ce que je vais appeler La Matrice, donc ce gros roman de 750 pages, il y a une narration alternée. Et donc, ça se passe au moins dans deux espaces distincts, un espace réel et un espace totalement imaginaire. Et donc, à cause de cette narration alternée, j'étais obligé de distiller, de condenser, de trouver presque une sorte de poésie, en fait, c'est-à-dire au sens, j'entends poésie au sens où on va vraiment limiter le plus possible le nombre de mots. Ça tient à la structure du texte de départ, ça, je crois. Et il me semble que ça a gêné d'ailleurs quelques lecteurs qui ont trouvé que, pour le coup, les ellipses étaient parfois saisissantes. C'est-à-dire qu'il y a des blancs, hein, on passe parfois, il y a des ellipses de plusieurs années, ce qui du coup donne effectivement l'impression que le siècle se déroule vite. Je pense que c'est à cause de cette narration très elliptique, en fait, hein, à beaucoup de sauts dans le temps, en fait. On prend un personnage qui a 3 ans et puis quelques pages plus tard, il en a déjà 12, en fait. Est-ce que c'est pas tout simplement le reflet de nos vies? On voit le temps se dérouler extrêmement rapidement. Est-ce que au final, votre narration, elle n'est pas tout simplement extrêmement réelle et en parallèle avec ce que nous vivons? Bah, en tout cas, c'est en rapport avec la mémoire, notamment la première partie du roman qui concerne l'enfance. Si vous jetez un œil en arrière sur votre propre enfant, vous allez voir qu'en fait, vous n'allez garder que des choses, somme toute, euh, en petit nombre, en fait. Quelques souvenirs qui suffisent, en fait, pour vous, mentalement, à bâtir le souvenir de cette enfance-là. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire, en fait, au moins dans la première partie, c'est-à-dire donner l'idée d'un paradis perdu qu'Anton va essayer ensuite de retrouver, mais ça reste, somme toute, assez flou, très itératif dans sa mémoire. Alors justement, on va parler d'Anton Torvat, ce jeune Zigane que vous suivez tout au long du roman avec cette quête initiatique. Pourquoi lui? Je sais que vous avez un rapport très amoureux du peuple Tsigane depuis toujours. Pourquoi ce peuple? Pourquoi vous avez décidé tout simplement de rendre hommage à ce peuple-là déjà? Alors, c'est une histoire que je raconte assez souvent ces derniers temps. Mes premiers souvenirs des Tziganes, j'avais 5 ou 6 ans, j'habitais au bord de la Nationale 89 dans le Puy-de-Dôme à Chigna. Et c'était le principal axe de la région, en fait. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Et c'était là que passaient une ou deux fois l'an des convois de Tziganes qui, à l'époque, étaient encore en roulotte avec des chevaux. Et je trouvais ça parfaitement fascinant. De temps en temps, je rencontrais aussi des Tziganes qui venaient à l'école 2-3 jours, le temps de la foire ou de la fête foraine qui était dans le village-là. Et moi, ça me fascinait, ces enfants qui d'abord ne respectaient pas les règles, ne serait-ce que les règles de l'école, ça m'amusait beaucoup. Et puis de voir aussi ces enfants libres, j'avais envie de les rejoindre, en fait. Après, plus tard, j'ai enseigné à des Tziganes, à Maringues, dans le Puy-de-Dôme, dans une classe de 6e. Là, je les ai vraiment côtoyés de près, puisque j'avais 8, si ma mémoire est bonne, 8 élèves Tziganes dans ma classe.
noyé au milieu des gadgets. Et grâce à ça, j'ai pu approcher les camps, discuter aussi avec les adultes et recueillir quelques histoires. Voilà. Après, c'est un peuple qui me fascine poétiquement. C'est-à-dire, c'est presque une sorte de mythe pour moi, d'idéal de liberté et de marge, en fait. C'est un peuple des marges, qui jamais n'est sur la pleine page, jamais au milieu, toujours dans la marge, à regarder le monde de loin. Et avant que le monde ne se ferme, dans ce roman, les Tziganes regardent l'histoire de loin. Encore une fois, ce n'est pas un roman spécifiquement historique. L'histoire est en arrière-plan, et au premier plan, il y a des Tziganes qui, justement, essaient de comprendre ce qui est en train de se passer autour d'eux, sans vraiment être capables de comprendre réellement, puisqu'ils n'ont pas du tout la même façon de voir le monde que les gadgets. Et c'est vrai que ce peuple-là a traversé l'histoire, entre guillemets, en toute discrétion, la plupart du temps, avec une immense liberté. Et c'est ce que vous retranscrivez en fait dans ce roman-là, puisque vous le disiez, c'est véritablement une toile de fond. On les voit en arrière-plan, c'est une évidence, mais vous arrivez à créer quand même un univers de personnages secondaires qui sont hauts en couleur. Ces personnages-là, ils font aussi partie de votre vie, de votre expérience de professeur également? Sincèrement, non. Ce sont de pures inventions. Encore une fois, c'est difficile de dire d'où viennent les personnages, comment ils se construisent. En fait, ce sont un personnage, c'est un peu un manteau d'arlequin. Il est fait de tout un tas de pièces qu'on est allé prendre à droite et à gauche et qu'on va coudre ensemble. Pour moi, un personnage, c'est une rhapsodie au sens étymologique du terme. C'est-à-dire les rhapsodes grecs, ce sont des gens qui cousent. Rhaptein en grec, c'est coudre. Et donc un personnage, pour moi, c'est une rhapsodie, c'est-à-dire en fait une sorte de patchwork. On va aller prendre un morceau à droite, un morceau à gauche, et avec ça, on va construire un nouveau personnage. Alors mes personnages de cirque, je sais d'où ils viennent, tout comme les chevaux. Quand j'étais petit, j'étais asthmatique et j'ai fait 3 années de suite des cures à la Bourboule, c'est pas loin du lieu dans lequel je suis actuellement. Et on dormait dans des dortoirs avec une veilleuse violette. Et mes 2 seuls points d'évasion, c'était regarder par la fenêtre des chevaux qui paissaient dans un pré juste en dessous de la maison d'enfants. Et le mercredi soir, la piste aux étoiles qui passait à la télévision. C'était ça nos seules distractions. Et je crois que de la piste aux étoiles et des chevaux viennent en partie ce monde tzigane que j'ai inventé avant que le monde se ferme. Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai mon paradis perdu en quelque sorte que j'ai reconstitué dans ce livre. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Alain et Alexandre. Je me posais la question justement dans l'écriture de votre roman si vous aviez eu besoin de la mémoire de ces tziganes, si vous étiez retourné vers eux pour ça, et puis si certains tziganes finalement ont lu votre roman ou si ça se fera, et puis s'il y a eu des réactions, lesquelles? Alors, non, je ne suis pas retourné vers les Tziganes au moment où j'ai écrit ce livre parce que je l'ai écrit en Thaïlande. Enfin, le gros du travail était fait en Thaïlande, donc c'était impossible de toute façon d'y croiser des Tziganes. Et à ma connaissance, non, je ne connais pas de Tzigane pour l'instant qui l'ait lu, mais j'espère que ça viendra. Je serai très heureux que ça se fasse, ou en tout cas de pouvoir en discuter avec eux à un moment ou à un autre. Ce serait vraiment intéressant. Déjà pour voir si je n'ai pas trop menti, en quelque sorte, ou falsifié, sans le vouloir, la réalité de ce peuple. Et justement, vous n'avez pas ressenti le besoin, vous, à un moment donné, de vérifier certaines choses, en fait, dans l'écriture, pour la justesse, en fait, des faits et de la vie aussi, même si vous aviez côtoyé, évidemment, ce peuple. Non, c'est vraiment un travail d'imagination. Et je crois qu'en fait, si on la laisse faire, l'imagination, généralement,
elle voit juste. Alors, je ne prétends pas du tout à une vérité exhaustive ni précise, mais je crois vraiment à la vérité poétique. Et peut-être qu'il y a des choses dans le roman qui relèvent de l'image d'Épinal. En tout cas, elle parle au Gadget. Alors, est-ce que ces images d'Épinal parleront aux Tziganes? C'est une bonne question. Je demande à voir, là. Peut-être que j'aurai des retours de bâton assez violents, hein, c'est possible, je ne sais pas. Il y a ce rapport à la langue aussi, puisque le personnage principal en parle plusieurs, ce qui va lui donner quelques voies de secours par moment. Mais il y a ce rapport à la langue où tout au long du roman, il y a des termes particuliers, que ce soit en allemand, que ce soit en tzigane. C'était important pour vous de mettre quelque chose d'original, une langue originale, à chaque fois plusieurs langues originales dans le texte et non pas traduit? Alors ça c'est assez particulier. Là aussi, je crois que ça tient à une forme de poésie, c'est-à-dire insérer comme ça des mots étrangers, c'est en fait ouvrir des fenêtres dans ma propre langue, ouvrir des fenêtres vers d'autres langues et donc vers d'autres peuples. Et après, je pense que dans les termes que j'emploie, notamment les termes tziganes, j'ai mélangé plusieurs dialectes. Hein. C'est-à-dire aucun tzigane ne parle comme mes tziganes. C'est-à-dire là, j'ai mélangé du rhum, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le rhum avec du synthé, entre les tziganes de Roumanie et les tziganes de Hongrie, déjà, c'est plus tout à fait la même langue. Mais il fallait bien que j'en choisisse une, donc j'ai fabriqué en fait, hein, littéralement une langue tzigane à partir de plusieurs dialectes. D'abord parce que des dictionnaires complets n'existent pas. C'est vraiment des lexiques plus que des dictionnaires en fait. Hein. On ne trouve pas d'ouvrage réellement exhaustif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je crois que je l'ai perdu de vue à un moment donné. Si, c'est ça. C'était l'usage justement de ces termes étrangers au sein du roman, parce que la plupart ne sont pas forcément traduits, donc c'est important aussi, je trouve, de l'avoir laissé et de ne pas avoir fait un roman typiquement franco-français, mais d'y avoir ajouté cette caractéristique plutôt différente. J'ai trouvé ça intéressant. Ce sera pire dans le suivant. Alors, on parlera tout à l'heure du suivant. Alors. Très bien. Karine, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre Civico. Bonjour à Alain Mascaro. Anthony évoquait tout à l'heure vos voyages et j'ai bien compris que ça avait nourri votre âme, mais je voulais savoir, est-ce que vous pensez que justement d'avoir voyagé comme ça pendant si longtemps, ça a changé votre façon d'écrire et ça a amené quelque chose que vous n'aviez pas avant? Ça m'a ouvert des horizons. C'est-à-dire, parler des steppes sans les avoir vus, ce n'est pas la même chose que de les traverser. Et une fois qu'on en a traversé ou une fois qu'on a vu vraiment de très hauts sommets, on est, je pense, plus à même d'en parler avec justesse. Ça ne veut pas dire que j'ai une écriture spécialement réaliste, mais j'ai besoin quand même de me confronter au réel pour après le métamorphoser. Ceci étant dit, dans le livre, il y a aussi des endroits que j'ai totalement imaginés sans les avoir vus. Donc, il y a un double travail, c'est-à-dire il y a à la fois, j'ai besoin d'une confrontation avec le réel parfois un peu brutal, c'est-à-dire la nature vraiment brutale, et de temps en temps, j'ai besoin de m'en séparer et de laisser faire complètement l'imagination. Mais ça a changé. De toute façon, je crois que ça m'a profondément changé de partir, hein. Ça c'est sûr. Parce que j'ai compris, non pas que j'étais libre, mais à quel point avant je ne l'étais pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et par rapport justement à l'autre roman, le premier roman, celui qui faisait près de 600 pages, est-ce que justement, je rebondis sur la question de Karine, est-ce que vous y avez vu une différence entre avant et après? Avant, après, pardon, j'ai pas...
votre roman, vous l'avez écrit avant 2019? Ah oui, d'accord, oui, j'ai Voilà. mis 20 ans à l'écrire en fait. Voilà. Donc, je voulais justement savoir si vous aviez trouvé une différence dans votre écriture par rapport au premier ouvrage, celui que vous avez mis 20 ans à écrire, et celui-ci, qui est plus parcellaire. En fait, le problème de la matrice, hein, donc de ce gros roman que j'ai écrit avant, c'est que je l'ai écrit sur 20 ans et que donc je l'écrivais quand j'avais des vacances, pendant les vacances scolaires, quand j'avais pas de copie à corriger, ce qui était extrêmement rare, et je n'avais pas de la disponibilité nécessaire, ce qui fait que c'était assez baroque, très disparate, avec des changements de style, voire même des changements de direction que peut-être le lecteur ne verrait pas, mais moi je les voyais. Donc c'est pas que c'était incohérent, mais en tout cas c'était hétérogène. Voilà. Et le fait de disposer totalement de mon temps m'a permis de bâtir sans doute quelque chose d'un petit peu plus homogène et cohérent, de plus dense aussi. Donc oui, ça a changé, il y a une différence. Il y a une différence. Je pense que le lyrisme aussi, c'est un petit peu atténué. Même s'il est toujours présent, il est moins, j'allais dire, romantique, au sens de la première génération romantique. C'est-à-dire, voilà, par moment, je pense que dans la matrice, j'étais dans un lyrisme un peu romantique, première façon. Voilà, les années 1820-1830. Donc, si j'ai bien compris, vous vous êtes fait votre propre éditeur, vous avez coupé à un moment donné ce pavé de 600 pages pour en faire celui-ci. Comment on arrive à être son propre éditeur justement par rapport à ça? Vous avez vu des failles dans le premier manuscrit. Là, pour le coup, vous arrivez avec celui-ci qui est au contraire où rien ne dépasse, entre guillemets, l'écriture à l'os, comme on le dit régulièrement. Mais comment est intervenu également Alexandre par rapport à cela? Qu'est-ce que vous lui avez envoyé en réalité? Est-ce le premier manuscrit? Est-ce le second? Comment vous avez travaillé ensemble sur cette structure-là, tous les deux? Il l'a un peu dit tout à l'heure, hein, je lui ai envoyé un manuscrit qui était somme toute assez court, puisque c'était en fait ce que j'avais tiré de cette matrice initiale et je l'avais retravaillé. C'est pas, enfin, il faudrait pouvoir comparer, il faudrait que je vous montre, mais il y a quand même d'énormes différences entre le manuscrit que j'ai envoyé et puis ce que j'avais comme matériau initial. Après, le travail avec Alexandre, il a été somme toute très simple. En fait, moi, je me faisais toute une idée du travail avec un éditeur, parce que je n'avais jamais travaillé avec un éditeur, en fait. Hein. Et je ne vais pas dire que je craignais le pire, mais j'étais un peu inquiet quand même. Et donc, ça s'est très, très bien passé, parce qu'à aucun moment, j'ai trouvé que ce qu'il me disait était injustifié. Et donc, c'était assez simple, c'était jamais imposé. C'était, ben voilà, là, par exemple, tel personnage, soit on le fait disparaître, soit on le développe. J'ai toujours préféré développer. Parce que tuer un personnage, c'est toujours terrible, en fait. On le comprend. Voilà. Ça aurait été dommage. Pour beaucoup, ça aurait été dommage. Sandra. Oui, Alain, je me posais la question, puisque vous avez été nomade vous-même pendant l'écriture de ce roman et que vous avez écrit sur un peuple nomade. Est-ce que, d'après vous, c'est aussi, le fait d'être voyageur, est-ce que c'est peut-être la meilleure manière d'atteindre une certaine vérité du monde? Et finalement, est-ce que vous avez besoin toujours de ça pour continuer à écrire? Et est-ce que vous envisagez encore d'être nomade pour pouvoir continuer à écrire? Oui, très certainement. Je pense que je ne suis jamais aussi bien que dans le mouvement. Voilà. La fixité me convient assez peu et donc j'ai besoin de bouger, de marcher. Je crois que ça a toujours été comme ça. Simplement, la vie, notamment sociale, professionnelle, a fait qu'à un moment donné, je me suis fixé et j'ai un de mes amis qui me disait, en fait, moi, je suis un sédentaire nomade et toi, tu es un nomade sédentaire. Et à un moment donné, cette sédentarité
a fini par s'effacer, le côté nomade l'a emporté. Maintenant, j'en ai besoin. Je crois que j'aurais énormément de mal à me fixer à nouveau entre des murs. D'ailleurs, depuis que je suis en France, hein, là, c'est assez exceptionnel, mais souvent je suis dehors, hein, c'est-à-dire même si là actuellement je suis chez ma mère, on dort dehors. C'est-à-dire j'ai une tente sur le toit de ma voiture et je dors dans la tente de toit de ma voiture. C'est ma maison. Ouais. J'imagine que ça rejoint aussi le film Nomadland que vous avez sûrement… Que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Non, pas encore. On a dit grand bien, mais je ne l'ai toujours pas vu. J'aurais bien voulu avoir votre avis justement sur la réalité de ce phénomène-là. C'est dommage. Je reviens sur Anton Torvat pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ce jeune homme est assez atypique, qui se prétend médecin et qui va avoir un coup du sort à un moment donné. Alors, je ne sais pas si on peut en parler véritablement. En tout cas, sa destinée va changer par rapport à un mensonge, un certain mensonge qui lui sera imposé, ce mensonge. Mais comment vous définiriez ce personnage-là pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ce personnage qui est si flamboyant et qu'on a envie de côtoyer et qui tout simplement se laisse un peu porter par la réalité de la vie, par les malheurs qu'il traverse. Il traverse un peu ce siècle sans jamais être larmoyant ou se plaindre, et ça c'est plutôt rare dans un roman. Mais comment vous l'évoqueriez, ce personnage-là? C'est pas facile votre question. Hein. Anton, c'est un personnage double en quelque sorte. C'est-à-dire il est à la fois le pur produit de son clan. Il a même été façonné en quelque sorte par une parole oraculaire. Avant même sa naissance, son père a annoncé qu'il serait un grand dresseur de chevaux, ce qu'il sera. Son père a aussi annoncé qu'il sera seul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cirque disparaîtra, qu'il ne restera plus que lui, et c'est ce qui va arriver, effectivement. Donc il est à la fois englué dans une forme de fatalisme, qui est le fatalisme de son clan, où tout est prévu par une parole oraculaire, et en même temps, il est profondément libre. Et à un moment donné, on peut même se demander s'il est encore un Tzigan. Parce que, par essence, c'est un impur. C'est-à-dire un marimé. Hein, un marimé chez les Tziganes, c'est quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, s'est compromis avec le monde des gadgets. Soit qu'il peut les avoir trop fréquentés, ou alors il est en voie dans une forme d'acculturation très, très, très avancée qui fait qu'il est en train de perdre ses traditions de Tzigan. Or, les deux personnages centraux de ce roman, Anton et son mentor Jag, tous les deux sont des marinés, c'est-à-dire des impurs. Ce sont des personnages de l'entre-deux, à cheval sur deux cultures, une culture de gadget et une culture de Tzigan. Ça en fait des personnages intéressants, parce que ces êtres-là qui sont à cheval sur deux cultures sont toujours des personnages intéressants. Et dans la littérature, la plupart du temps, les grands personnages romanesques sont des personnages qui sont en lutte contre leur propre milieu d'une façon ou d'une autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai là aussi répondu à votre question. Oui, mais par rapport à cette façon de se positionner par rapport au monde d'Anton, on sent que est-ce que c'est un point commun entre tous ces individus qui sont parfois trop meurtris par la vie, parce qu'ils ont vécu? Est-ce que le fait de s'habituer au malheur est devenu quelque chose d'obligatoire pour eux, quelque chose de convenu? Je crois que, enfin, si on parle des Tziganes, je crois que les Tziganes n'ont pas de mémoire, mais réellement. Hein. C'est-à-dire que quand vous vivez dans le présent, le passé n'a pas d'importance et l'avenir n'existe pas. Donc les Tziganes s'intéressent assez peu à hier et s'intéressent assez peu à demain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, hic et nunc, ici et maintenant, et nulle part ailleurs. Et donc, ils ont une capacité de résilience, je crois que les gadgets n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas. C'est pour ça aussi qu'ils ont été capables d'affronter les pires brimades, hein, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une image très positive de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. Les Tziganes sont brimés depuis le début des temps.
depuis qu'ils ont quitté sans doute le Rajasthan et traversé une partie du monde, où qu'ils soient allés, ils ont été brimés, et parfois de façon extrêmement violente. Et pourtant, ils ont eu toujours cette capacité d'oubli. Ce n'est pas s'habituer, c'est vraiment l'oubli. On n'imprime pas, il n'y a pas de cicatrices. C'est comme si on leur avait ouvert les plaies et que miraculeusement, elles avaient disparu sans même laisser de cicatrices. Je ne sais pas si vous saisissez ce que ça veut dire. Je ne crois pas qu'en fait, on puisse vraiment comprendre en tant que Gadjo. Donc, je ne vais pas prétendre moi-même le comprendre. C'est un peuple assez étonnant pour cette raison-là. Quand on les observe, on a vraiment l'impression qu'ils ont une capacité de résilience hors du commun. Hors du commun. Après, c'est aussi un milieu, comment dire, qui n'est pas simple. C'est aussi un milieu relativement violent. Je veux dire, un camp d'Igan, c'est pas non plus le paradis. Hein. Il ne faut pas non plus idéaliser ce peuple au point d'en faire un mode de vie que peut-être nous devrions tous suivre. Non, ce n'est pas du tout une vie facile. Très bien. Oui, c'est tout à fait clair. Oui. Par rapport à votre documentation, on est entre récit historique et conte, même si le mot conte est plutôt sujet à débat, à mon sens, mais en tout cas, il y a cette part historique que vous avez traitée tout au long du roman. J'aimerais savoir véritablement comment vous avez travaillé par rapport à cela, parce que vous égrenez par petites touches l'histoire du XXe siècle avec grand talent. Alors véritablement, comment vous avez travaillé pour avoir une telle documentation? On a du mal à saisir ce qui est réel ou non, parfois. Certaines choses, en tout cas, paraissent réelles, mais ne le sont peut-être pas. Mais j'aimerais véritablement connaître à peu près la part de réel dans le contexte historique que vous avez invoqué. Alors, on va commencer par la documentation, si vous voulez bien. La documentation, elle est ancienne. En 2003, j'enseignais en terminale littéraire et au programme, il y avait « Si c'est un homme » de Primo Levi. Et quand je disais tout à l'heure que ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup lu, il y avait 4 œuvres à chaque fois, chaque année en terminale le programme, et pour chaque œuvre, je lisais bien 40 ou 50 bouquins pour préparer mon cours. Et donc, à ce moment-là, forcément, je me suis intéressé de très très près à la Shoah, et j'ai énormément lu sur le sujet pour préparer mon cours, notamment Primo Levi, hein, nécessairement. Donc, par exemple, en plus de Si c'est un homme, j'ai lu Les naufragés et les rescapés de Primo Levi, et c'est là que j'ai trouvé le personnage de Chaim Orenkovski, voilà, qui était le petit despote du camp juif de Lodz, qui est un personnage ayant réellement existé et extrêmement controversé. Et quand j'ai bâti ce personnage, puisque ça devient un personnage hein, nécessairement dans le roman, j'avais une mémoire assez claire de ce que j'avais lu chez Primo Levi, mais une mémoire assez claire, une mémoire quand même de plusieurs décennies, ou presque plusieurs décennies. Donc, ce qui fait qu'il y a une part tangible, réelle, qui est vérifiable, et puis après, l'imagination fait le reste. Hein. Ah, j'ai perdu l'image là. Est-ce que tout le monde est là? Ah, ça y est. C'est bon, je suis là. D'accord. Après, est-ce que vous avez un exemple précis? Parce que vous me dites qu'il y a des choses où vous ne savez pas si elles sont réelles ou pas. Est-ce que quelque chose de précis vous vient à l'esprit? Alors, pas forcément de précis, mais tout ce qui concerne les camps, je pense que tout est plutôt réaliste et réel, mais il y a certaines parties peut-être, alors je n'ai pas forcément d'exemple précis en tête, mais en tout cas sur l'univers d'Igan et dans les camps, tout me paraissait extrêmement réel. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément noté les passages, mais en tout cas, c'était une question hein, plutôt générale. Peut-être que je me suis fourvoyé et que tout était réel. Franchement, au niveau historique, alors j'ai fait vérifier par un historien,
pour voir si je n'avais pas commis de grosses boulettes. Dans une certaine mesure, il y en a, des boulettes. Je veux dire par là, j'idéalise assez le monde de l'entre-deux-guerres, dans la mesure où déjà, dans l'entre-deux-guerres, pour les tziganes, c'est extrêmement difficile de se déplacer. Staline a mis en place des passeports très compliqués qui rendent les déplacements parfois totalement impossibles. Pourtant, alors j'ai trouvé un subterfuge pour que mon cirque puisse continuer à se déplacer. On est dans le romanesque là. La vérité historique importe peu. Ce qui compte, c'est la dynamique du récit et les personnages. Après, le reste, l'arrière-plan historique est vrai, est réel, enfin réaliste en tout cas, à défaut d'être réel. J'ai essayé de ne pas tricher avec la réalité historique. De temps en temps, disons que je m'en suis un petit peu accommodé, parce que sinon, ça deviendrait un roman historique. Ce n'était pas du tout mon intention. Plus une évocation du peuple tzigane qu'une peinture réaliste ou encore, à plus forte raison, hyper réaliste. Et je crois qu'Alexandre voulait intervenir, mais sans certitude. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Je voulais simplement effectivement évoquer le fait que, en effet, Alain a fait relire le. J'avais peur que tu oublies de l'évoquer. Il a fait quand même relire le texte pas par n'importe qui. Hein. C'est Christian Grau, qui est quand même un de nos grands historiens de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Et il est trop modeste parce que j'ai vu les mails que lui a envoyés Grau qui était vraiment extrêmement élogieux. C'est-à-dire que à la fois sur le texte, mais si je me souviens bien, sur l'évocation historique. C'est-à-dire que ce que tu dis, Alain, c'est que certains détails, effectivement, je me souviens notamment d'un détail, Ingrao te dit il n'y avait pas de souterrain entre le ghetto tzigane et le ghetto juif. Bon, d'accord, mais sinon, il n'y a pas d'histoire. Mais malgré tout, la peinture, le décor est quand même très, très juste, en tout cas d'après Christian Grau, en qui, je pense, on peut avoir toute confiance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était important de le préciser, puisqu'en effet, ce n'est pas un historien débutant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que j'avais posé une deuxième question, Alain, sur... première, c'était sur la documentation, et la seconde, je l'ai perdue, sûrement. Moi aussi, alors. Oui, sur la part de réel, non, vous avez répondu. Vous avez répondu, les deux en une. Annie Rose, c'est à toi. Bonsoir à tous. Quand j'ai lu ce roman, je me suis dit qu'il était terriblement adapté à un public d'ados, en tout cas de grands ados. Comme vous êtes prof de lettres, est-ce que c'était aussi une de vos envies que ce soit un roman accessible au plus grand nombre, et notamment à vos anciens élèves? Oui, là je réponds sans hésiter. Oui, alors d'abord pour une question d'ego, je suis très content que mes anciens élèves me lisent. J'ai eu des retours d'ailleurs récemment d'élèves que je n'avais pas vus depuis 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Mais j'étais très très heureux d'avoir ce retour-là. Et oui, aussi parce que pendant que j'enseignais, des moments j'ai constaté des manques en fait. Dans la littérature, je me disais là, il me faudrait un roman qui me permette d'aborder telle ou telle chose, et ce roman-là n'existait pas, en tout cas tel que je l'imaginais ou que je le rêvais. Donc oui, j'ai pensé à cela en l'écrivant. Par rapport au titre du livre, est-ce que vous l'avez... Alors, le titre du livre est également à l'intérieur du livre, à l'intérieur du roman. C'est une phrase du roman également, mais comment vous l'avez travaillé? Comment s'est établi ce choix-là? Est-ce qu'il y avait d'autres titres qui étaient prévus, ou dès le début, c'était celui-ci et pas un autre? Non, ce n'était pas celui-ci. Là aussi, ça a été un travail éditorial, même un travail de toute une équipe. Le titre, d'ailleurs, j'ai découvert que le titre faisait partie du travail éditorial. Voilà. Au départ, le manuscrit portait le titre de la nouvelle que j'avais écrite il y a 30 ans, c'est-à-dire Le Galop du Centenaire.
Voilà. Après, il y a eu un travail d'équipe qui a fini par mener à ce titre-là. On est passé par d'autres étapes qui étaient impossibles parce que les titres qu'on avait trouvés étaient déjà employés, en fait. C'est dommage parce qu'il y en avait un qui me plaisait beaucoup, mais bon, il était déjà employé. Donc, on est arrivé, enfin là, sincèrement, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre. Voilà. Ça fait partie du travail éditorial et au final, j'étais très, très heureux de ce titre parce qu'il est juste. Vous l'avez dit, il apparaît 2 fois dans le roman, en fait, hein, au moment où Jacques s'en va et vers la fin du roman, où, après-guerre, les Tziganes constatent que le monde est encore en train de se fermer. C'est-à-dire que tout est en train de se clôturer et que la route, les routes qui se déploient dans notre monde moderne, loin d'ouvrir vers de nouveaux horizons, au contraire, ferment l'horizon. Alors, comment une route peut-elle fermer l'horizon pour un Tzigane? Ben, tout simplement parce que c'est une ligne droite qui va d'un point A à un point B directement, ce que ne font jamais les Tziganes. D'abord parce que la plupart ont beaucoup de mal à lire les pancartes, donc souvent ils s'égarent de toute façon. Est-ce que vous nous feriez le grand plaisir de nous lire un passage du livre? Alors, je ne sais pas qui est mon public, donc je pars du principe que peut-être beaucoup ne l'ont pas lu, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas trop aller loin dans le roman, hein, donc je vais plutôt prendre un passage du début, si vous voulez bien. Voilà, tout le monde m'entend bien? C'est parfait. Ainsi, l'enfance ne fut qu'errance et mouvement, à la lenteur d'une paire de chevaux tirant une roulotte, la parfaite vitesse pour prendre la mesure du monde. Des jours et des jours, à suivre les contours des mers intérieures noires d'Aral, caspiennes, des semaines à regarder pousser les blés d'Ukraine, des mois dans l'infini des steppes kazakhs, mongoles, des heures à attendre des bacs au bord des fleuves ou des grands lacs, et tant de temps encore à s'imprégner des présences minérales, chaînes de l'Altaï, du Pamir, de l'Oural ou des Alpes, qui longtemps restaient lointaines, indistinctes, mais qui peu à peu se mettaient à grandir, comme nourries par l'avancée des regards, jusqu'à ce moment inouï où l'on en percevait vraiment tout le vertige et l'étendue. Quand un frère était venu, puis un autre, et bientôt une sœur trouvée au bord de la route, Anton avait cédé sa place sur le banc entre Svetan et Smyrna, sauf quand c'était lui qui tenait les rênes. Souvent, il marchait à côté des chevaux ou s'en allait rejoindre la roulotte de Gionne le jongleur, et plus fréquemment encore celle de Jacques. Alors on contemplait le monde, tantôt en silence, tantôt en discourant. On s'arrêtait pour ramasser des champignons, des herbes ou des fruits. On inventait des histoires. On riait. « Vois, disait Jacques ou Gionne. Et c'était un lièvre, un aigle, une loutre, un loup ou un ours. Un jour, on vit même une panthère, tapie dans la neige comme un gros chat. Oui, Anton eut le temps de s'imprégner de la beauté. Il la recueillait en lui au fil des chemins, il s'en nourrissait. Il l'espérait sans cesse, et sans cesse elle venait. Pourtant, il savait qu'un jour elle lui serait retirée. Johann l'avait dit, son père le disait, Jacques et les livres aussi. C'était dit, c'était écrit. L'histoire des hommes était ainsi faite qu'on ne pouvait faire un pas sans s'embourber dans un charnier. Il y aurait bientôt la guerre. Anton l'avait lu dans les journaux, mais c'était surtout inscrit dans le cheminement même de l'humanité. Il suffisait d'ouvrir un roman, à plus forte raison un livre d'histoire, pour s'en rendre compte. Ce n'était que récits de combats, autodafés et massacres que l'on nommait épopées. Des centaines de héros s'étaient approprié le monde, obligeant les chroniqueurs à narrer holocaustes et fratricides, comme s'il n'y avait rien d'autre à consigner. C'est de ma faute, disait Jacques. Jamais j'aurais dû te donner ces livres. Mais cela n'aurait rien changé à la réalité du monde. Rien. Merci Alain. Tout à l'heure, vous aviez évoqué Chaim Rumkowski, qui a donc réellement existé. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur lui, puisque c'est quelque chose qu'on entend rarement, justement, cette direction du ghetto juif. C'est un personnage tout à fait frappant, qui reste peu de temps dans le roman, mais qui est totalement original dans la façon de le traiter.
J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. C'est un personnage très controversé. Donc, Chaim Rukowski, c'est le doyen du ghetto de Lodz. Il a été plus ou moins placé au pouvoir du ghetto de Lodz par les nazis. Et il a joué un drôle de jeu. Il est à la fois une sorte de messie pour son peuple. Il a essayé réellement, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de le protéger et de limiter au maximum les déportations, qui fait que le ghetto de Lodz, c'est un ghetto qui a duré longtemps par rapport à d'autres et qui a en fait, il a transformé le ghetto de Lodz en camp de travail pour les Allemands. C'est-à-dire, c'était une zone de production avec une main-d'œuvre très, très bon marché qui a permis à Hans Biebo, qui était l'administrateur du ghetto, de bien gagner sa vie et en même temps d'enrichir le Reich à moindre frais. Mais ce personnage-là, en même temps, c'est une sorte de pantin, de marionnette entre les doigts, entre les mains des nazis. Personnage trouble, à la fois sombre et lumineux. Et malgré tout ce que j'ai pu lire sur lui, j'ai pas pu tirer de conclusion sur le personnage. C'est un personnage, pour moi, c'est indécidable. Je ne sais pas qui est cet homme. Simplement, il a été placé par les circonstances historiques dans une situation exceptionnelle. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu réellement. Et d'un autre côté, en grattant un peu dans la documentation, on se rend compte qu'aussi c'était un personnage trouble. Certains survivants du ghetto de Lodz ont même eu des mots extrêmement durs sur lui, notamment dans les rapports qu'il entretenait avec les enfants, puisqu'il a été, à un moment donné, il a commencé comme directeur d'orphelinat, en tout cas à un moment donné, il s'occupait d'orphelinat, et visiblement les rapports qu'il avait avec les enfants étaient un peu troubles, et ça se sent dans le roman, puisque c'est évoqué à un moment dans le roman. Donc vraiment un personnage, moi ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est justement cette complexité et cette impossibilité de conclure, c'est-à-dire on ne peut pas le juger. C'est extrêmement difficile, surtout avec la distance qui nous sépare de lui, aussi bien la distance temporelle de toute façon, et puis la distance historique. C'est un personnage impossible à juger. Je ne sais pas. Et c'est en cela qu'il m'intéressait profondément. Essayer de jouer à la fois sur les deux tableaux, c'est-à-dire c'est quand même un homme qui a eu du pouvoir, qui en a profité. Il faisait composer les écoliers, il leur faisait composer des hymnes à sa gloire. Il avait une milice. Les marques qui circulaient dans le camp dans le ghetto, étaient signées de son nom. Je pense qu'à un moment donné, il a connu une forme d'ivresse du pouvoir, mais une ivresse, je veux dire, c'est un pouvoir totalement factice, artificiel, mis en place par un ventriloque qui était le ventriloque nazi. Lui n'était qu'une marionnette, en fait. Le passage où il demande le sacrifice des enfants, justement, celui-ci, ce passage est tout à fait incroyable. Vous l'avez traité avec une immense subtilité. Véritablement, bravo pour ce passage aussi, parce que là, pour le coup, c'était loin d'être évident de se sortir de ce guêpier-là. Sandra. En tant qu'enseignant, je pense à l'un que vous avez eu vocation, j'imagine, à montrer à vos élèves toute la capacité des mots à lutter contre la barbarie humaine. Est-ce que vous avez écrit votre roman aussi à travers cette intention-là, ce prisme-là, ou pas vraiment, notamment à travers votre écriture poétique, qui peut être une manière de lutter contre cette barbarie humaine? Est-ce que votre roman a cette vocation d'offrir en fait un autre regard sur le monde, changer le monde? Et puis, est-ce que vous avez l'intention de continuer dans ce sens-là autour des mêmes sujets historiques qui peuvent effectivement relever de cette barbarie et de finalement lutter contre grâce à la littérature, grâce aux mots? Je réponds oui sans hésiter. Oui sans hésiter, c'est-à-dire je vais continuer dans cette voie parce que je considère qu'effectivement
plus grande marque d'humanité, effectivement, c'est le langage. L'homme est un être de langage. C'est pas pour rien d'ailleurs si dès les textes de fondation on commence par dire qu'au début était le verbe. Pour moi, c'est vraiment le début de tout, la langue, et à plus forte raison la poésie. Dans les camps d'ailleurs, que ce soit à Auschwitz ou ailleurs, les livres ou simplement un papier, un stylo avaient vraiment une valeur inestimable. Des gens qui littéralement mouraient de faim étaient capables pourtant d'échanger une ration de pain contre un livre, contre un crayon pour dessiner ou pour écrire. Et je trouve ça fabuleux. Alors, quand j'ai écrit le roman, j'avais en tête une scène qui est dans « Si c'est un homme », qui est la scène avec Dante. C'est-à-dire, à un moment donné, Primo Levi va réciter en italien à son compagnon français qui, dans le témoignage, s'appelle le Piccolo, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il est le plus jeune de la chambrée. Et il lui récite en italien quelques vers de Dante en lui disant que les hommes ne sont pas faits pour être des brutes. Et en fait, c'est un Français qui entend ces paroles en italien et ne parle pas italien. Il ne parle pas l'italien. Pourtant, quelque chose se passe par la poésie, par la musique des mots. Et le Piccolo, après, très, très heureux de ce moment passé avec Primo Levi dehors, qui leur a permis de s'évader du camp, en fait, momentanément. Et je crois que justement, ce qui fait la force de l'humanité et à la fois sa faiblesse, justement, c'est sa culture, c'est le rapport que les hommes entretiennent avec leur culture, avec le passé, avec leur histoire, avec les mots. Et oui, je crois qu'on peut s'en sortir par là, par la parole. Tout ce qui a pu se produire sur Terre de négatif, je crois que ça vient souvent d'un déficit de la parole, de l'incapacité que nous avons à communiquer. Si on arrive à communiquer, les choses se passent tout de suite beaucoup mieux, même quand on ne parle pas la même langue. Est-ce que ça répond à votre question? Alors oui, après, je pense que je continuerai parce que je crois que c'est la fonction première d'un écrivain, en fait. Sa matière, c'est le langage, et si possible, essayer d'en faire du lien plutôt que quelque chose qui désunit. Tout à l'heure, vous avez dit au détour d'une phrase que vous aviez brûlé un manuscrit. Ça m'intéresse parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. J'imagine que c'était volontaire, sinon vous ne l'auriez pas dit. Mais comment en arrive-t-on à brûler un manuscrit? Est-ce que vous êtes extrêmement perfectionniste avec vous-même? Comment vous expliquez cela? Perfectionniste, sans doute, oui. Ma compagne le dit, en tout cas, qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et ça a été très dur pour moi de considérer à un moment donné que l'objet, là, il est fini. Je ne pourrais plus revenir dessus. Ça a été difficile pour moi. Et donc, j'ai brûlé ce manuscrit. Pourquoi? Franchement, parce que je n'étais pas satisfait de ce que j'avais fait et que je n'y arrivais pas. Et donc, de dépit, je crois que ça a été du dépit. Je l'ai brûlé. Et après, je l'ai regretté. Parce que dans le manuscrit, il y avait des passages qui n'étaient pas mauvais. Et j'ai essayé de les retrouver après, je n'ai pas réussi. Voilà, donc je ne le ferai plus, ça. Je garde maintenant, je stocke et puis on voit. Il faut laisser passer du temps pour savoir si ce qu'on a écrit mérite qu'on aille plus loin, en fait. À l'époque, il n'y avait pas Alexandre. C'est peut-être pour cette raison aussi. Oui, je crois même qu'à l'époque, j'avais pas de lecteur vraiment de ce manuscrit. Mais je l'ai réécrit d'une autre façon. Je crois qu'il continuera de me hanter, donc peut-être que j'en ferai quelque chose un jour ou l'autre, ça va ressurgir nécessairement. Alors justement, sur la suite, vous écrivez sur le génocide Tsigane aujourd'hui. Est-ce que vous allez rester sur cette thématique-là, puisque Sandra aussi en parlait tout à l'heure? Est-ce que
le voyage fait que vous vous rapprochez de ce peuple-là également et que cela va rester une de vos thématiques privilégiées, ou au contraire, vous ne vous interdisez rien et les thématiques seront différentes pour le prochain? Il y aura nécessairement des points communs parce que l'écrivain est le même, donc nécessairement il y aura des points communs. Mais non, le prochain roman ne parlera pas des Diganes, du tout. Du tout. Par contre, du mouvement et de l'errance, oui. Donc Forcément. ils seront là en filigrane, mais pas en tant que tel, pas en tant que peuple, mais plutôt en tant que comme incarnation poétique, on va dire, d'une forme de liberté et d'errance. Voilà. Je crois que maintenant, foncièrement, depuis que j'écris, je crois que tous mes personnages sont plus ou moins des errants. Et parce que oui, pardon. Oui, allez-y, pardon. Alain. Parce que je considère qu'en fait, foncièrement, c'est inscrit même dans la nature humaine. Nous sommes des errants. Et pour me référer une nouvelle fois au texte et au titre, aujourd'hui, le monde s'est fermé à tous ceux qui ont envie de changer de pays. Et je trouve ça terrifiant. Comment vous expliquez justement que tout le monde a envie de changer de vie, tout le monde a envie de partir de ce monde extrêmement numérisé, de ce monde ultra connecté, de ce monde où le travail occupe la majorité de nos vies? Pourquoi personne ne franchit le pas, ou en tout cas très peu franchissent ce pas-là? Qu'est-ce qui vous a poussé réellement? Quel a été le déclic pour franchir le pas? C'est une bonne question. Il n'y a pas eu à proprement parler de déclic, c'est plus une addition. Mais il ne faut pas considérer le résultat de l'addition, il faut considérer tous les membres de l'addition, hein, donc de part et d'autre des plus qui s'additionnent justement. Maintenant, s'il faut chercher un point de départ, peut-être qu'il est à trouver quelque part en Islande. En 2016, ma compagne et moi sommes allés en Islande pour un temps très court. Tout simplement parce que ma compagne étant infirmière, elle avait fort peu de vacances par rapport aux profs. Hein. Tout le monde sait bien que les profs sont toujours en vacances, c'est le gros vilain. Et donc on est parti une dizaine de jours, on a fait une rando en Islande. Et quand il a fallu rentrer, ça a été terrible. On s'est dit, c'est pas possible de ne pas être maître de nos propres temps et d'être obligé de rentrer et d'entrer dans un carcan, de reprendre le boulot, même si on l'aime. Hein. C'est pas du tout parce que, enfin moi, mon boulot de prof, je vais même pas parler au passé, je peux pas en parler au présent. C'est un boulot que j'aime vraiment. J'ai eu aucun souci avec ce travail ni avec les élèves. C'est vraiment un travail intéressant. Sauf que, quel que soit le travail que l'on fait, je crois qu'il est aliénant. Même si on c'est la définition même du travail. Oui, oui. Et c'est ça. Alors bon, l'étymologie est contestée, hein, mais oui, j'aime bien voir le travail comme un instrument de torture. Pourquoi pas? C'en est un dans une certaine mesure, mais on finit par s'habituer à la douleur, en fait. On s'habitue très bien à cette douleur-là, et à tel point qu'on l'oublie. Et c'est quand on arrête, que tout d'un coup on arrête pendant un temps anormal, hein. En l'occurrence, ça fait 2 ans, là je me dis, bon sang, ce que tu as eu mal, incroyable. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on travaille, on pense que c'est indispensable. Et je vous promets que si vous cessez, vous verrez, en fait, on se dit, mais j'étais fou, en fait, pourquoi je ne suis pas parti avant? Le confinement a aidé aussi à cette faculté de muer, tout simplement, dans notre esprit. Ça a changé beaucoup de mentalité. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je demande à voir, moi. Le monde d'après, on nous l'annonce, ok. Pour l'instant, je n'ai pas constaté de différence. Si vous en avez vu, dites-moi. Mais moi, je n'en ai pas vu. Hein.
Il n'y en a eu aucune. On nous a annoncé, je ne sais pas, du lien social, on nous a annoncé une vie qui serait meilleure. La bonne blague, sincèrement. Enfin, moi, je n'ai pas constaté en revenant en France, je n'ai pas constaté de différence. Moi, j'ai plutôt trouvé que les choses avaient empiré, hein, sincèrement. Parce qu'il y a une forme de résignation qui est un petit peu inquiétante. Je suis assez inquiet parce que nous avons tous accepté, alors je ne veux pas entrer dans la polémique, mais nous avons tous accepté de porter un masque, nous avons tous accepté cette fameuse distanciation sociale, on a même accepté de l'appeler nouvelle normalité. Quelle horreur! On est prêt pour la suite. Et la suite, elle est dystopique, moi elle me fait peur en tout cas. Ce qui s'annonce pour moi, c'est une forme de police sociale qui est déjà bien à l'œuvre dans notre monde, mais qui va ne faire qu'empirer. Je suis assez inquiet par cette fascination qu'a l'Occident, en particulier la France, pour des systèmes chinois, pour ne pas les nommer, de reconnaissance faciale et de bonus social. Je trouve ça terrifiant. Pas vous ? En effet, mais c'est justement par rapport à ce choix de pays, puisque vous parlez d'Occident, vous êtes parti en Orient, justement. Comment s'est défini ce choix-là dans votre quête de voyage? Pourquoi avoir choisi la Thaïlande? Pourquoi avoir choisi le Chili? Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces pays-là et que vous ne trouvez pas en France? Déjà, le mouvement, hein. Déjà simplement, mais on peut errer aussi en France, hein, voilà. Alors, dans les pays que vous avez cités, il y a ceux que j'ai choisis et ceux que je n'ai pas choisis, hein, c'est-à-dire que la pandémie a fait aussi qu'à un moment donné, le choix a été extrêmement limité. Là aussi, on peut parler d'une forme de libération, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous sommes partis avec un programme qui est le programme de l'occidental de base, c'est-à-dire qui part en vacances avec l'idée de rentabiliser. Voilà, le mot est prononcé, rentabiliser le temps dont il dispose. Parce qu'habituellement, on a 15 jours de vacances, mais on essaie de faire le maximum de trucs en 15 jours. On consomme, en fait, hein, essentiellement. Il nous a fallu du temps pour nous libérer de ça. Je serais presque tenté de dire des mois, hein, vraiment des mois. Et la pandémie, du coup, a eu un rôle positif parce que ça nous a obligés à ralentir, à nous arrêter, à considérer ce qu'on avait fait, le cheminement qu'on avait parcouru. Et on s'est dit qu'on avait fait un peu n'importe quoi. Dans les premiers temps, c'est-à-dire les premiers temps de notre voyage, on était encore dans une dynamique, la dynamique d'avant, qui était d'accumuler les sites, d'aller vite, alors qu'on avait du temps. Parce qu'on a tellement peu l'habitude d'en avoir que quand on en a, on ne sait pas l'employer, en fait, hein. Et ça s'apprend. Donc, il nous a fallu des mois. Et oui, la pandémie, déjà, ça m'a permis d'écrire ce livre. Hein. C'est pas, on va dire, c'est pas rien. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Comment dire? On s'est retrouvé bloqué en Thaïlande et la première réaction, ça a été l'abattement, un peu de colère. Ça se comprend. Vous vous dites, ah ben voilà, c'est l'année où j'ai décidé de partir et de tout plaquer pour aller visiter le monde un peu. Ah, j'ai plus le droit, le monde se ferme et on me confine. Donc c'était un peu logique que nous sentions, ma compagne et moi, en colère. Donc il y a eu ce temps-là qui a duré un mois, je pense, à peu de choses près, où on s'est plongé dans les réseaux sociaux, chose à ne pas faire, pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, notamment en Occident, hein, et notamment en France. Je vous avoue que vu de loin, c'était assez comique hein, quand même. Ce qui se passait en France dans les premiers temps, là, les hésitations au mois de mars, c'était assez comique de voir les revirements, notamment gouvernementaux, mais pas seulement. Et puis, pour la petite histoire, c'est une histoire que je raconte souvent en ce moment, mais parce que les choses se sont réellement passées comme ça.
là où nous étions bloqués, il n'y avait sincèrement pas grand-chose à faire. Bon, il y avait la mer avec de l'eau à 28 degrés, donc déjà c'est sympathique. Mais la seule vraiment distraction de la journée, c'était se lever le matin pour aller voir le lever du soleil, qui était une pure merveille. Et dans la ville de Canom, il y a aussi de temps en temps des dauphins, et pas n'importe quel dauphin, des dauphins roses qui croisent. Et tous les matins, j'espérais les voir, je ne les voyais pas. Et un jour, je les ai vus, à la fin du premier mois de confinement, en fait, vers 5 heures du matin. J'en ai aperçu 2. Et ça a été un électrochoc pour moi, une sorte de déclic. Mais réellement, je me suis dit, comment peux-tu te plaindre? Tu vois des choses parfaitement merveilleuses, tu es dans un endroit merveilleux. Pendant ce temps-là, une bonne partie de tes contemporains est enfermée entre 4 murs. J'ai pensé à mes anciens élèves de première qui, à cette époque-là, étaient en première année de fac et pour certains bloqués dans des chambres universitaires de 5 mètres carrés. Et certains crevés de faim, hein, au sens propre, hein, vraiment. Je me suis dit, cesse de te plaindre et fais quelque chose. C'est-à-dire, ce temps-là, de toute façon, il est bloqué. Tu ne peux plus bouger. Donc, fais quelque chose. Alors, en ce sens-là, l'écriture a été une autre forme d'errance. Donc, je suis rentré à 6-7 heures du matin et je me suis dit, allez, c'est parti. Et ça fait écho également au titre, avant que le monde ne se ferme, fait écho clairement aussi à ce confinement-là. C'est ça. Avant de passer la parole à Stéphanie et Sandra, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous à ceux qui ont le livre devant. Parfait. Joël est prête. C'est bon. Et c'est bon, parfait. Merci beaucoup. Stéphanie, c'est à toi. Oui, bonsoir Alain et bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je n'ai pas lu votre roman, mais par rapport à ce que vous disiez justement sur ce temps qu'on avait pendant le confinement et que vous avez tenté de garder d'une autre façon que nous, quelle est la place de l'écriture en fait? Quelle place occupe l'écriture dans vos journées? Est-ce que vous écrivez tous les jours un petit peu? Est-ce que ce sont des longues plages horaires? Est-ce que vous vous imposez un rythme? Ou bien là, vous n'écrivez pas et c'est par phase. Enfin voilà, j'aimerais bien savoir votre rapport à l'écriture et au temps que vous y consacrez. Alors, il y a plusieurs moments. Globalement, j'écris tout le temps parce que déjà, on a tenu un blog de voyage qui, j'allais dire, nous obligeait à écrire. Donc, je suis parti avec un carnet qui a été très, très vite plein. J'avais beaucoup de mal à écrire, notamment dans les transports en commun. Hein. Essayer d'écrire dans un bus indien, je vous garantis que vous n'y arriverez pas. Déjà, se tenir assis, c'est déjà toute une aventure, alors écrit, imaginez. Donc, j'écris tout le temps des petits trucs, des notes, voilà, mais pas forcément en rapport avec une œuvre à venir. Après, par contre, quand je suis en phase d'écriture, alors là, oui, c'est un gros travail, je peux travailler 18 heures par jour, voire plus. C'est-à-dire, ça ne s'arrête jamais, même la nuit. Je veux dire, je me réveille et donc j'écris. Alors, ça va vous paraître assez fou, mais j'ai quand même écrit une bonne partie des choses là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, alors qu'on est parti, on n'avait pas de smartphone au départ. Hein. Ça, c'est un smartphone que j'ai acheté en Iran. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour voyager, c'était très difficile de le faire sans cet objet-là, hélas. Ne serait-ce que pour avoir un billet de bus, hein, simplement. Et donc, je me suis mis à écrire sur mon téléphone portable. Et du coup, comme je l'ai toujours avec moi, j'ai un petit logiciel pour prendre des notes. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y en a beaucoup. Voilà. Je ne fais pas de publicité pour le logiciel, donc je tairai son nom. Hein. Mais vous voyez, tout ça, c'est des notes que je prends, ce que tout le monde voit. Voilà. Je ne suis pas sûr que vous distinguez le texte, mais il y en a des longueurs absolument incroyables. Hein. Je ne sais pas l'ascenseur, là, combien de mètres ça fait, mais à mon avis, c'est en plusieurs mètres. Donc, globalement, je ne m'impose pas de temps d'écriture par jour parce que ça ne marche pas. Ça. Enfin, avec moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je vais me dire à 8 heures, il faut que tu écrives jusqu'à 10 heures.
Ça marche pas. Par contre, il peut m'arriver de me réveiller à 2 heures du matin et puis d'écrire un truc. Oui, mais c'est pas vraiment moi qui l'ai décidé. Ça vient. Point. Voilà. Sandra? Oui. Alain, si j'ai bien calculé, vous avez 57 ans. Ah oui, mince, c'est gentil de me le rappeler. Coup bas. C'est un coup bas. C'est un coup bas. Désolée, non, c'est pas un coup bas du tout. Non, non. Ah non. C'est effectivement une question un petit peu personnelle. Enfin, vous avez sorti votre premier roman, vous publiez votre premier roman aujourd'hui à 57 ans. Est-ce que vous auriez eu envie, parce que vous écrivez depuis longtemps, eu envie d'être publié en fait avant cela? Ou est-ce que vous estimez que c'est le bon moment parce que vous aviez besoin aussi de cette maturité? Voilà, est-ce que vous avez des regrets en fait par rapport au fait de ne pas avoir été publié avant, ou est-ce que ça vous va très bien comme ça et que vous êtes prêt à continuer même à 57 ans? Je réponds d'abord à cela. Oui, je suis prêt à continuer même à 57 ans. Après, peut-être que j'ai des regrets. Je ne suis pas sûr de formuler les choses ainsi, mais des fois, je me dis oui, j'aurais dû être un petit peu plus actif et plus, comment on pourrait dire, un peu plus audacieux pour essayer de me faire publier. Oui, peut-être. J'aurais dû faire ça dans le passé. Après, c'est pas grave. Je veux dire, tant pis. Il se trouve que je commence à être écrivain à 57 ans, mais du coup, je le revendique. Là. Maintenant, moi, je me revendique comme écrivain. C'est comment dire, tant qu'à faire, hein, autant aller jusqu'au bout. Donc oui, maintenant, je crois que ça va être quand même mon activité principale, ça c'est sûr. Mais non, pas vraiment de regret, un petit peu de nostalgie peut-être pour une forme d'innocence que j'avais dans l'écriture il y a quelques années, que peut-être j'ai perdu, c'est possible. Voilà, mais entre-temps, j'ai quand même écrit pas mal de nouvelles et ça m'a permis d'apprendre à trier, voilà, dans ce que j'écrivais. Ça se sent. Et la nouvelle, c'est vraiment, d'après vous, là, puisque vous êtes romancier maintenant, c'est vraiment le bon outil pour se faire la main, pour être romancier? Oh, je pense qu'il y a d'autres voies. Hein. Il y a des gens à qui ça ne convient pas du tout d'écrire des nouvelles parce qu'ils ont besoin de plus de temps. Au début, quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, j'écrivais des nouvelles très longues hein, qui avaient tendance à tirer vers des petits romans. Et puis à un moment donné, alors j'ai fait des concours de nouvelles, c'est toujours intéressant parce que le sujet est imposé et je trouve les sujets imposés, c'est intéressant, un sujet imposé en fait. Et j'ai fait plusieurs années un concours où le nombre de mots, c'est 3000. C'est pas énorme, hein, 3000 mots. Et je me suis obligé ces dernières années à écrire des nouvelles en 2000 mots. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une nouvelle, une histoire qui tienne la route en 2000 mots? Qu'est-ce qu'on garde? Et c'est un très bon exercice, en fait. Ça permet après d'avoir en quelque sorte un squelette qui peut être celui d'un roman. Et après, on peut rajouter la chair, on peut rajouter des habits. Mais la nouvelle constitue, oui, un squelette qui en soi peut être suffisant. Hein. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en principe, c'est le chemin inverse pour un romancier. On a beaucoup de choses et après, on trie. Là, c'est l'inverse. Vous partez de quelque chose de plus squelettique et vous l'arborez de chair. C'est extrêmement surprenant. Bah, c'est ma façon de travailler, en tout cas, depuis un certain temps déjà. Ça marche. Annie-Rose? Ma question va plutôt s'adresser à Alexandre. Je trouve la couverture vraiment superbe et notamment le choix de la couleur qui attire forcément l'œil en librairie. Comment s'est opéré en fait le travail autour de la couverture? Je la trouve moi aussi très belle et j'aimerais bien en tirer toute la gloire possible. Mais j'allais dire, j'y suis pour rien. Je suis un peu pour quelque chose. C'est un peu ce que disait Alain tout à l'heure. C'est vraiment pour le coup un travail de l'équipe éditoriale, comme avec le titre. C'est-à-dire qu'on est plusieurs
on est passé… cette couverture-là particulièrement nous a donné pas mal de fil à retordre. J'ai martyrisé, on a martyrisé l'excellente graphiste Raphaël Faguer qui a pondu cette merveilleuse couverture. Et puis voilà, et en fait, on a tourné autour de plein de choses. Et alors, évidemment, première chose qui s'imposait, c'était justement les figures tziganes. On s'est aperçu très vite que c'était immédiatement très cliché. Les chevaux, ça ne marchait pas non plus. Et puis voilà, je sais plus exactement comment on est arrivé là. Je crois que c'était, je me demande si c'est pas toi, Alain, qui parlait de l'artisanat tzigane avec l'osier. Ça s'appelle je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec de l'osier? Des paniers. Oui, voilà, mais enfin, donc, c'est à partir de cet osier-là. Non, mais ça porte un nom, c'est un canne, quelque chose, je ne sais plus, bref, peu importe. Et c'est à partir de ça qu'on a lancé la graphiste là-dessus. Et puis cet osier, c'est devenu ces branches d'arbres comme ça, à la fois extrêmement belles, très inquiétantes. Et puis, il y a cette petite touche qui vient de la graphiste, parce qu'on lui dit, voilà, c'est très beau, la couleur est arrivée assez vite, ce bleu comme ça, un peu profond. Et on lui dit, c'est très beau, mais le livre est plus que ça. Ça n'est pas qu'un livre qui vous enferme, ça n'est pas une forêt qui se referme. Il y a aussi de l'espoir, il y a aussi quelque chose de l'espoir, de gens qui continuent à avancer même pendant la fin du monde. Et elle a ajouté ce petit détail que je trouve très réussi et qui dit tout, c'est cette petite colombe blanche-là que l'œil n'attrape pas immédiatement, mais qui est là, dans la couverture et qui donne immédiatement ce sentiment-là. Je trouve qu'elle restitue très bien l'état d'esprit du livre. Et donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine, à plusieurs, avec une merveilleuse graphiste voilà, qui s'appelle Raphaël Faguer, à qui il faut absolument rendre hommage. Tout à l'heure, Alain, vous parliez de perfectionnisme, vous parliez de votre rapport à l'écriture et que vous disiez tout simplement que c'était très difficile de voir votre livre terminé. Comment vous vivez justement cette aventure, puisque vous avez déjà reçu le prix Première Plume, donc le succès est déjà là. Comment vous vivez cette expérience? Est-ce que pour vous, c'est une sorte d'aboutissement ou au contraire, votre écriture va au-delà et peu importe ce qu'il arrive, le produit est fini, le travail est terminé pour celui-ci et la mémoire tzigane est enfin réveillée? Je dirais que c'est un début, hein, moi, les choses commencent là pour moi en fait. Hein. Donc, ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Ce qui est nouveau pour moi, c'est d'avoir des lecteurs. Et ça change complètement la donne. Hein. Alors là, sincèrement, j'ai tellement de retours. Et jusque-là, des retours positifs. Il y a de temps en temps quelques petits bémols sur des passages ou des parties du roman, mais c'est vraiment très, très secondaire. Jusque-là, je n'ai reçu que des critiques extrêmement positives et parfois des comptes rendus de lecture d'une précision et d'une justesse assez désarmante. J'ai même eu 2-3 retours où je me suis dit, waouh, en fait, c'est bien, les gens m'ont compris. J'étais plutôt heureux et je suis presque effaré, en fait, je crois, par l'émotion que produit la lecture de mon roman. Ça, par contre, je ne mesurais pas du tout l'impact que ça pouvait avoir sur un lecteur. Parce que quand vous écrivez, vous fréquentez votre propre mot, de temps en temps, vous sentez bien que vous êtes en train d'écrire un truc qui, déjà chez vous, en tant que scripteur, produit un effet sur vos sentiments, mais on a du mal à mesurer que ça puisse produire la même chose sur les autres. Et là, je le découvre et vraiment, je crois que j'aime ça, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Ça se sent. Et par rapport notamment à vos personnages, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ces personnages sont extrêmement attachants et on a du mal à s'en séparer.
Et évidemment, oui, on aurait voulu un roman de peut-être de 600 pages, mais il aurait peut-être été un petit peu moins qualitatif par rapport à ce que vous avez produit, puisque là, tout est extrêmement condensé et c'est peut-être ça qui tire la force de ce roman-là. Je trouve que véritablement, vous avez fait un travail assez faramineux pour contenir ce siècle en entier sans jamais vous y perdre. Donc, encore une fois, bravo pour ce roman. Beaucoup. Mais dernière question peut-être par rapport aux auteurs, vous avez cité tout à l'heure Primo Levi, mais quels sont et Baudelaire est notamment cité, et certains poètes sont notamment cités dans le roman, mais quels sont les auteurs qui vous font rêver? Est-ce que ce sont des voyageurs? Est-ce qu'on part sur du Jim Harrison? Est-ce qu'on part sur des écrivains qui ont beaucoup voyagé ou au contraire, c'est quelque chose de plus classique en tant que professeur de lettres? Alors, si on ouvre le livre, hein, parmi dans les deux citations, il y a Homère. Et pour moi, l'Odyssée, c'est la matrice. C'est-à-dire, en fait, là encore, hein, c'est un texte que j'ai vraiment découvert en enseignant dans les années... en fait, c'était en 2011. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on est prof en terminale littéraire, après, on compte le temps en fonction des œuvres. Hein. Donc, je connais les années en fonction des œuvres. Donc, 2011, c'était l'Odyssée. Et si vous avez un doute sur votre âge, Sandra pourra le dire sans problème. Voilà. Et donc, pour moi, c'est la matrice parce que quand on lit l'Odyssée avec attention, on se rend compte qu'en fait, Homère y a inventé absolument toutes les techniques narratives. Et l'intertexte homérique, il est très présent avant que le monde ne se ferme. Alors, au début, il était moins visible dans la partie travail en Patagonie, notamment. J'ai rendu cet intertexte plus visible, voilà, puisqu'il apparaît dans la bouche de Catoc, notamment. Mais il apparaît aussi dans la structure même du roman. L'aventure d'Ulysse commence par une tempête. Il entre dans un monde fantastique, inhumain. Il va lui falloir énormément de temps pour en sortir, 10 ans. Et c'est ce qui arrive à Anton, en fait. Et là, le travail éditorial a été important, puisque à un moment donné, Alexandre a pointé du doigt une scène qui était très rapide, qui était celle de la perte de Cimarron, le cheval. Et il m'a dit quand même, ton personnage, il perd son cheval, et puis hop, il passe à autre chose. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Et du coup, j'avais en tête Homère quand j'écris la scène, c'est-à-dire Anton perd son cheval et c'est la tempête. Il se retrouve dehors, il pleut. Et c'est à ce moment-là qu'il entre dans le monde inhumain. Et il ne le quittera que vers la fin. On peut considérer Ulysse, en fait, raconte son histoire chez les Phéaciens. C'est-à-dire, son histoire est finie. Il arrive au royaume de Phéacie, il raconte son histoire. C'est ce qui arrive à Anton aussi. Hein. Il va raconter son histoire à la famille Wittgenstein aux États-Unis, qui en quelque sorte est le royaume des Phéaciens de ce roman-là. Ça suit de très très près Homère, ce roman-là. Donc oui, pour moi, la matrice, c'est Homère. Après, je suis bien incapable de vous dire quels sont les écrivains qui ont réellement compté. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Gary, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon existence, y compris dans mon envie d'être écrivain, y compris dans mon envie de jouer avec les identités. Très intéressé par cette idée qu'un écrivain puisse se masquer, porter un autre nom, même carrément inventer quelqu'un comme Gary l'a fait avec Ajar. Après, j'ai lu énormément aussi de récits de voyageurs et j'aime bien effectivement les récits d'errance. Mais sans pouvoir vous en citer un en particulier, hein, parce que je suis un assez gros lecteur et donc je lis beaucoup, donc après je ne sais plus qui l'emporte dans tout ce que j'ai lu, franchement. On comprend, on vous comprend.
Il est temps de nous quitter et de vous remercier tous les deux. Ah, quelqu'un Merci. confirme. 2011, Homer, Pascal, Laclos, Stephen Frears et Beckett. C'était une sacrée année, oui, parce que alors en plus, fin de partie de Beckett, oulala. Les profs de français sont largement représentés dans ces rencontres, en effet. Ça se sent. Merci à tous les deux, Alexandre et Alain, pour cette rencontre. Et on espère vous retrouver très vite, Alain, pour un second roman. Roman ou nouvelle, d'ailleurs? Est-ce que le choix est fixé? Est-ce que ce sera un roman? Je suis parti dans un roman plus complexe, plus long, à mon avis. Voilà. Mais après, j'ai beaucoup, pendant le voyage, j'ai écrit énormément de nouvelles à partir de faits réels, mais après complètement métamorphosées. J'aimerais bien en faire quelque chose un jour ou l'autre. Voilà. Je ne sais pas trop quand, mais c'est possible. Alexandre est tout oui. Voilà, c'est ça. Merci infiniment à tous. À bientôt. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir Alain. Au revoir Merci Alain, Alexandre. beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.